Hello mes déterminés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate. Je vous remercie, mille merci pour vos abonnements, vos likes. Ça m'encourage, ça me donne du carburant. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. OK? Et vous activez la cloche de notification pour recevoir les vidéos à chaque fois que je les fais. Donc là, je me suis lancée dans un challenge d'une vidéo par jour. Donc normalement, ça va être comme ça tout le mois de janvier. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, donc, si tu rêves, je pense pour la plupart des personnes qui ont un projet de transformation, surtout dans la transformation alimentaire ou d'import-export de produits alimentaires, tu as certainement déjà rêvé de vendre tes produits alimentaires partout dans le monde grâce à Amazon. Voilà. Donc, c'est possible que tu sois basé en Côte d'Ivoire, en France ou partout ailleurs. C'est possible. Mais là, dans notre vidéo, je vais me fonder sur la Côte d'Ivoire et la France pour mes exemples, pour, voilà, pour progresser. Donc, c'est possible de le faire, mais d'abord, tu vas devoir maîtriser deux choses. C'est les règles alimentaires internationales d'une part et, désolé, mon téléphone a sonné, les règles alimentaires internationales d'une part et les exigences d'Amazon. Voilà. Donc, après cela, tu vas avoir une idée vraiment précise sur la logistique, la productivité, en tout cas, tout ce que tu dois mettre en place pour ça. OK. Donc, c'est parti. D'abord, ce que tu dois maîtriser, c'est le codex alimentarius. Peut-être que tu as retrouvé cette expression dans tes recherches, c'est possible que tu aies trouvé ça dans tes recherches. C'est un ensemble de règles et de normes qui concernent la nourriture et c'est international. Ce sont des normes internationales qui ont été établies par l'OMS, les Nations Unies, en tout cas les grandes institutions internationales qui se sont assises pour mettre sur pied un ensemble de règles quel que soit où tu vis dans le monde entier, que tu sois obligé de les respecter. Voilà. Et je vais te dire l'objectif. L'objectif, c'est d'assurer la sécurité et la qualité des aliments échangés entre les pays et protéger les consommateurs. Quel que soit ce que tu vas retenir, ce qui est important ici, c'est assurer la sécurité, assurer la qualité des aliments échangés entre pays. C'est très important. Voilà. Des aliments échangés entre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu es un pays où, voilà, on s'en fout des règles, les choses ne sont pas vraiment suivies, il n'y a pas vraiment d'institutions, par exemple, qui contrôlent la qualité de la nourriture sur les marchés, qui contrôlent, qui analysent ce que les usines, de façon inopinée, par exemple, ce que les usines fabriquent comme produits alimentaires et tout ça, quel que soit le désordre, tu seras obligé, vous êtes obligé de vous conformer au codex alimentarius dans un cadre d'export. Parce que là, l'objectif, c'est d'éviter les contaminations maintenant entre pays. Tu as compris cette histoire? Ça veut dire que si tu te destines à faire de l'export, même à être un grand producteur. Par exemple, si tu veux avoir une usine de, je sais pas, de produits dérivés du cacao, par exemple. Il y a du jus de cacao maintenant. Hein. Donc, si tu veux faire une usine en Côte d'Ivoire, si tu veux faire une usine partout où tu veux, ou bien tu veux juste être dans l'import-export, c'est-à-dire acheter des produits déjà transformés et les envoyer ici, les mettre dans les magasins, les mettre dans... Voilà. Quel que soit, tu dois te conformer et veiller à ce que ça soit respecté, tout cet ensemble de normes qui concernent la nourriture. Donc, ça concerne l'hygiène alimentaire, ça concerne les additifs alimentaires, c'est-à-dire les arômes, les colorants, il y a quoi encore? Arômes, colorants, conservateurs qu'on met dans la nourriture. Ça concerne aussi l'étiquetage. L'étiquetage doit être au top et les méthodes de production. Vu que je vais éviter que les vidéos soient longues, je ferai une vidéo sur le codex alimentarius, OK? Voilà, donc ça, c'est juste pour te dire un peu les quatre choses auxquelles tu dois faire vraiment attention. Bon. OK, maintenant, allons sur les étapes clés pour les étapes administratives quoi, pour pouvoir vendre sur Amazon, soit depuis la Côte d'Ivoire ou depuis la France. Je vais t'expliquer que je prends ces deux pays-là exprès pour que vous puissiez vous situer en fonction de si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Europe et tout ça. Bon, voilà. OK, donc, si c'est depuis la Côte d'Ivoire, il va te falloir obtenir ton numéro EORI. J'ai une vidéo sur l'obtention du numéro EORI, son importance et tout le reste là. Voilà. Donc, tu peux le faire en ligne. Tu peux aussi te rapprocher des douanes ivoiriennes et voilà, la direction générale de la douane pour avoir un numéro EORI. Donc, que tu sois au Togo, au Bénin, quoi, si tu ne te retrouves pas, tu veux un numéro EORI, tu peux voir avec la douane. OK. Maintenant, il va te falloir aussi un certificat phytosanitaire. OK?
Donc, le certificat phytosanitaire, ce n'est pas quelque chose qui est cher à avoir. Donc, pour chaque produit, ça veut dire qu'ils vont analyser les produits. De toute façon, le certificat phytosanitaire, même maintenant, pour tous ceux qui s'envoient pour eux-mêmes leur propre consommation de la viande, du poisson et tout plein dans leurs affaires, même si c'est bien fumé sec, parce qu'il y a fumé genre pas sec là. Et quand c'est pas fumé sec, tu vois que les bactéries continuent de se multiplier dedans, hein. Donc ça, c'est bloqué en douane. Donc, ce qu'il faut que ça passe, c'est des fumées secs. Mais même les fumées bien secs, là, que ce soit du poisson ou de la viande, il faut le certificat phytosanitaire, même quand c'est pour ta propre nourriture, ta propre consommation. Donc, tu imagines bien, pour des produits que tu vas vendre, il faut le certificat phytosanitaire, c'est-à-dire un document qui dit qu'ils ont analysé, c'est pas impropre à la consommation et tout le reste. Okay? Donc, si tu exportes, par exemple, du gingembre ou de jus de bissap, tu vas devoir prouver qu'il n'y a pas de contaminants dedans, il n'y a pas de pesticides dangereux et le certificat sanitaire et phytosanitaire, ça fait le travail. Donc, on parle dans le cadre de la Côte d'Ivoire, si tu es en Côte d'Ivoire. OK, donc on a dit le numéro EORI, le certificat sanitaire et phytosanitaire. La troisième chose qu'on va te demander, c'est de respecter les réglementations d'importation des pays. C'est-à-dire que le pays où tu veux envoyer ton produit. Voilà. Donc, si tu comptes vendre sur Amazon, par exemple, Amazon Europe, hein, Amazon Europe, donc Amazon va envoyer à leur base, par exemple, en Allemagne, en France, en Italie, Espagne, j'oublie certainement un autre pays, Grande-Bretagne, je ne sais pas quoi. Tu vas devoir respecter. Donc, c'est très simple. Pour respecter toutes les normes en rapport avec l'Europe, tu respectes les normes HACCP. Très simple. Voilà. Et ça garantit l'hygiène et la sécurité alimentaire. Cool. Tu respectes les normes HACCP. Tu es à l'aise avec tout. Ça veut dire que dans ton processus de production et tout, tu fais ça, tu es tranquille. Maintenant, si c'est aux États-Unis que tu comptes vendre tes produits, malgré toute la propreté et tout que tu as installé comment ça, dans tes locaux, ou bien que tu as demandé à ton fournisseur, si par exemple tu vends des chips en sachet bien jolis, là, les chips bien chics qu'on voit, pas les sachets qu'on voit au pays qu'on déchire avec les dents, pas les transparents, des vraies choses bien jolies, même si ton fournisseur t'a fait ça et que a priori il est propre, il respecte les règles et tout, il a même des documents et tout ça, si toi tu ne fais pas ton enregistrement FDA, c'est comme si tu n'as rien fait. Tes marchandises seront retournées ou détruites. Voilà. Donc, si tu vises les États-Unis, là, il va falloir que tu t'enregistres pour le FDA. OK? Bon. Maintenant, ça, c'était si tu es en Côte d'Ivoire ou tes produits partent depuis la Côte d'Ivoire. Maintenant, si c'est depuis la France, tu vas créer ton entreprise normale. Bon, pour la Côte d'Ivoire aussi, tu vas créer ton entreprise. Mais comme en France, on aime beaucoup les règles, des choses comme ça, et c'est très bien d'ailleurs, je précise. Donc, tu as choisi ton statut d'entreprise, soit micro-entreprise, SASU, SARL, micro-entrepreneur, je ne conseille absolument pas, mais tu es une grande personne, tu fais comme tu veux. Tu vas t'inscrire à la Chambre de commerce et d'industrie. Et puis, les certifications maintenant obligatoires. HACCP, c'est-à-dire dans ton process de production, de fabrication, il faut que tu respectes les normes HACCP. Il y a la possibilité, déjà, toi, il faut que tu aies ta formation, ton certificat, quelque chose qui prouve que, c'est pour toi que je dis ça, après, voilà, que tu te formes aux normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Ça, c'est pour commencer. Et il faut savoir que pour faire ta production, tu peux louer un local, hein. Voilà, tu n'es pas obligé de faire dans ta cuisine ou forcément, voilà, tu peux louer un local. Il y a des laboratoires de cuisine qu'on loue à l'heure à 50 euros et autres. Il y a d'autres qui font des abonnements. Donc, ne te mets pas dans des problèmes. Si tu n'as pas envie, si tu n'es pas sûr que chez toi soit hyper propre, si tu n'as pas une pièce dédiée à ça. Bon, en fait, je dis, ne te mets pas dans des embêtements, quoi. Ne te mets pas dans des problèmes pour rien. Tu ne te casses pas la tête. Fais au plus simple. Ce qui va faire que ton projet sera réalisable bien, voilà, sans t'angoisser. Déjà, la vie est trop dure. On ne va pas s'embêter sur des choses comme ça. Si tu n'as pas un local spécialement pour tes productions, tu peux louer ou tu peux aussi faire de chez toi, mais il y a une certaine mise aux normes qu'il faut avant de faire chez toi. Donc, si tu comptes vendre sur Amazon, je te recommande de louer un local, un laboratoire de cuisine. Tu leur demandes s'ils ont un plan HACCP déjà acquis, c'est-à-dire c'est le genre de locaux où le service des douanes protection des populations est déjà passé. Ils leur ont dit, voilà, vos installations sont conformes, c'est bien, c'est déjà une bonne chose. OK? Maintenant, toi, tu vas devoir assurer la partie qui concerne ton activité. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. OK. Donc, c'est déjà en ce qui concerne les normes
HACCP. Maintenant, tu vas aussi bien faire tout ce qui concerne la sécurité et l'étiquetage. Bon, tu n'oublies pas aussi, ça n'a rien à voir avec les normes d'hygiène et tout le patatras là, mais n'oublie pas qu'en fonction du pays dans lequel tu comptes vendre ton produit, les informations sur les étiquettes, c'est un peu c'est sympathique quand même de mettre dans plusieurs langues. Bon, ça, je dis au passage comme ça. Voilà, pour pas que tu mettes seulement en français. Tu peux mettre en anglais, en français. Après, c'est que c'est pas pour tout le monde que le packaging permet de parler en italien, en espagnol, en allemand, puisque si tu veux vendre dans toute l'Europe, mais au moins en français, en anglais, ça peut être bien. Voilà. Maintenant, le numéro EORIS, si les produits partent de France, tu vas le demander en ligne. Et puis, pour tous ceux qui sont en France et qui veulent faire de l'export, donc ça veut dire que les produits sont produits en France et vont être envoyés partout, il y a un certain nombre d'aides aux entreprises engagées dans l'export. Pas forcément dans l'export de nourriture, mais dans l'export en général. La France a mis un certain nombre d'aides par rapport à ça. OK. Ça, c'était au passage. Bon, maintenant, on va parler de la logistique et le stockage. Comme vous le savez tous, toutes les personnes qui vendent sur Amazon ont tellement dit, je pense que vous savez déjà, tu choisis si tu veux Amazon FBA, ça veut dire que c'est Amazon qui envoie tes produits aux clients. Donc, Amazon a un entrepôt, il garde tes produits. Quand il y a des commandes, ils envoient la commande, ils gèrent la logistique, l'expédition, le service client et tout. Et puis, les avantages, c'est que la livraison est rapide. Voilà, tu as accès au programme Prime, quoi mais tu payes. Tu payes une certaine somme quand même. Maintenant, les inconvénients, c'est qu'il y a des frais de stockage. Voilà. Certaines personnes trouvent les frais de stockage élevés. Mais quand toi-même tu sais que tu n'as personne dans la vie et que c'est ton tout qui est là, est-ce que tu vas te plaindre de frais du moment où tu as des bénéfices? Hein? Donc, il faut bien voir aussi. En fait, c'est quelque chose, c'est relatif. Ça dépend. Peut-être que c'est des personnes qui avaient eux-mêmes une autre façon de vendre, qui vendaient beaucoup d'une autre façon. Donc, effectivement, ils peuvent comparer et voir que Amazon prend trop de frais et tout le reste. Moi, je te dis, il n'y a que les chiffres. Il n'y a que les chiffres. Tu fais tes calculs. L'objectif, c'est de savoir ce que tu investis, ce que tu gagnes, et puis c'est quoi ton bénéfice net. C'est ça qui est important. Si ton bénéfice net est quand même quelque chose de potable qui te permet de réinvestir, de dynamiser ton projet, franchement, mais bon, ça, c'était mon avis en passant. Maintenant, Amazon FBA, maintenant, il y a le Amazon FBM, c'est-à-dire que tu stockes ton produit et tu l'expédies toi-même. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que tu as un contrôle sur les expéditions. Les frais d'envoi peuvent être réduits, je ne sais pas, puisque si l'objectif, c'est de livrer ton produit dans toute l'Europe, ou peut-être que tu veux livrer dans un seul pays, hein, voilà. Les inconvénients, il y a plus de travail, plus de logistique. Voilà. En tout cas, il y a des entreprises, même dans la France ici, qui peuvent, par exemple, si tu vends de la chicken en gros, ils peuvent te garder ton attiqué, c'est-à-dire que vu que ce sont des produits congelés et que ça doit être à moins 18 degrés et que tu sais que ton congélateur est consort, les gens vont passer leur vie à ouvrir, fermer le congélateur et que il y aura une variation des températures et puis bon, d'autres choses encore. Tu peux mettre ça chez ce genre de personnes-là. Ils assurent la logistique. Quand il y a une vente aussi, ils envoient à tes clients, un peu comme pour Amazon. Voilà. Et je pense que ça s'est bien développé. Seulement que ce sont des gens d'entreprise qui ne font pas de publicité. Donc, voilà. C'est pour dire que même si ce n'est pas Amazon, quoi, tu peux réussir à vendre tes produits réfrigérés ou congelés partout. Bon, on a dit dans la France, par exemple, partout dans la France. Il y a toujours des sociétés de logistique de ce genre, donc quel que soit ton pays, enseigne quoi. Voilà, ça, c'était pour sortir un peu d'Amazon. Donc, ensuite, les exigences d'Amazon pour les produits alimentaires. Ça, c'est là la partie là que moi, base et Thérèse, j'aime. Parce que c'est ça que plein de gens ne savent pas. Et on se demande s'il faut des certifications supplémentaires et tout le reste. Bon, donc, en termes d'exigence, moi, j'en vois trois particulièrement. Une fois que tu as respecté tout ce que je t'ai dit là, en fonction de si tu veux vendre aux États-Unis ou en Europe, le Codex Alimentarius, les normes HACCP, tu peux te détendre. Alors, leurs exigences, la durée de conservation. Il faut que les produits, que ce soit marqué au fait la DLC des produits, il faut qu'il y ait une DLC d'au moins 90 jours au moment où ça arrive dans leurs entrepôts. Tu comprends l'intérêt de, par exemple, faire des jus stérilisés. Parce que les jus pasteurisés, c'est bien. C'est qu'il y a encore beaucoup les nutriments et tout comme ça, mais aussi, ça se conserve beaucoup moins longtemps.
Les jus stérilisés, ça peut aller à 1 an et plus. Les boissons, pardon, je dis les jus. Parce qu'il y a ce qu'on appelle jus, il y a ce qu'on appelle nectar. Ah, vraiment, il y a tellement de nuances. Donc, les boissons et tout. En tout cas, bref, quel que soit le produit que tu vends à travers Amazon, dès que ça atterrit, ça touche le sol, là, il faut qu'il y ait au moins 90 jours voilà, de vente pour la consommation. 90 jours, ça fait quoi là? Ça fait 3 mois. OK. Maintenant, la deuxième chose qu'ils regardent, c'est l'étiquetage conforme. Il doit avoir le nom du produit, les ingrédients, les allergènes, le poids net, la provenance. Et du coup, ça me fait penser, entre parenthèses, il faut toujours que tu demandes le certificat d'origine quand tu achètes les choses. Voilà, ça, souvent, on oublie, mais c'est important parce que Amazon, ce sont des gens aussi imprévisibles qui peuvent te demander des papiers de ce genre. Donc, le certificat d'origine, pour savoir dans quel pays ça a été fait. Donc, le poids net, la provenance, les conditions de conservation, tout ça doit être mentionné. Tu vois que ça donne trop envie de se focaliser sur les produits secs, tu vois. Voilà. Pour avoir la paix, des produits secs, c'est bien. Maintenant aussi, il y a la traduction dans l'étiquetage, là, la traduction obligatoire, justement ce dont je parlais, dans la langue du pays de destination. Si c'est anglais, français, allemand et tout ça. Mais je pense que si ton packaging ne te permet pas d'écrire en toutes ces langues-là, tu peux te mettre sur le français et l'anglais, déjà c'est bien. Mais ça fait aussi plaisir, j'imagine, pour les Italiens, les langues pas trop, bon, pas trop parler, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais tu comprends ce que je veux dire. Que tu vends en Italie, en Allemagne, voilà, c'est vraiment destiné à ces pays-là. Voilà. C'est un peu comme des fois, tu prends des coca, c'est écrit en arabe et tout ça. Bon, c'est bien aussi, parce qu'ils savent où ils envoient, donc c'est bien que les personnes puissent directement lire dans leur langue. La troisième chose que Amazon regarde, c'est l'emballage sécurisé. Il faut que les emballages soient résistants au choc pour éviter les fuites, les brises et tout ça. Donc, ce qui veut dire que si tu comptes faire, par exemple, dans le genre sauces, les condiments, des trucs dans les bocaux en verre, bon, ça peut être chaud, tu vois. Parce qu'on on peut t'annoncer quand même beaucoup de casses. Je ne pense pas qu'ils vont refuser quand même, mais on peut t'annoncer beaucoup de casses. Hein. Tu dois mettre des chaussettes aux différents bocaux là, c'est-à-dire, il y a des sortes comment je dis ça? Il y a des sortes de vêtements, tu vois, qu'on peut mettre au bocaux là. C'est pas très cher. Tu peux acheter ça sur. En tout cas, c'est pas très cher. Je vais essayer de vous montrer ça un de ces jours. Maintenant, voilà. Tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Ça veut dire que, mine de rien, quitte à mettre ça dans les bocaux, tu dois penser à un autre genre de d'emballage, un autre genre de contenant. Maintenant, tu te dis peut-être que si c'est pas dans les bocaux, ça peut être dans quoi? Là, la question, parce que si c'est pas dans les bocaux, ça peut être par exemple dans les conserves en aluminium. Mais qui dit conserve en aluminium dit que un simple stérilisateur ne va pas faire l'affaire, tu vois. Tu vas devoir passer à l'autoclave. Donc, ça peut aussi vouloir te dire que, bon, à l'état actuel de ton projet, tu vas devoir vendre ça comme tu peux vendre. Et puis, quand tu vas arriver à un certain niveau, tu vas acquérir l'autoclave. Et puis, voilà, tes trucs seront dans des trucs en aluminium un peu comme les boîtes de petits pois et tout ça, bien protégées et tout. En tout cas, en toute chose, avançons pas à pas. Hein? OK. Maintenant, les stratégies commerciales pour réussir, on va dire, en incluant l'aspect Amazon dans tes ventes. Il va falloir bien choisir ton produit. Depuis la Côte d'Ivoire, par exemple, ça peut être des jus de bissap, jus de gingembre, jus de ce qu'on veut. Ah oui, du coup, ça me fait penser aussi au contenant. Parce que, ouais, bon, en tout cas, si tu peux éviter tout ce qui est en verre, c'est bien. Mais après, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Tu vas prendre, voilà, je pense pas. S'il n'y a pas le choix, tu vas utiliser les contenants en verre. Voilà. Mais je pense que tu auras aussi beaucoup de casse. Et à Amazon, ils ne sont pas là pour t'arnaquer non plus. Si c'est cassé, ils vont te dire que c'est cassé. Je ne pense pas qu'ils vont t'arnaquer, mais je dis que si quelqu'un voulait t'arnaquer, c'est la partie, quoi. Voilà. Donc, pour la Côte d'Ivoire, par exemple, jus de gingembre, jus de bissap, les épices séchées, que ce soit des épices moulues ou des épices entières ou en grains, voilà. Les produits fumés, ça passe. Il faut que ce soit fumé sec, comme je te dis là. Fumé sec, voilà. Pas le truc où il y aura de la prolifération et tout le reste là.
Maintenant, si tu le fais, par exemple, depuis la France, tu peux mettre des pâtisseries artisanales, des condiments, des snacks. En vérité, tout ce que je viens de dire là, c'est juste pour te donner des idées. Mais toi, tu sais déjà ce que tu veux vendre sur Amazon. Donc, c'est pas, voilà, tu sais déjà ce que tu veux vendre. Quel que soit ce que tu veux vendre, moi, je te dis juste de penser à la partie casse. Voilà, faut pas que ton produit soit trop fragile, quoi. Donc, bien choisir ton produit. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, il faut créer des fiches produits attractives. Donc, tu vas devoir mettre un titre à tes produits sur Amazon, là, genre sur l'ordinateur. Un titre bien optimisé avec des mots-clés, les photos de très, très bonne qualité. Je pense que si tu vas aller dans la bonne qualité, il y a de fortes chances que tu sois obligé de faire appel à un photographe, voilà, un vrai photographe, pour que la qualité montre vraiment que le produit est tip-top et il montre le produit sous plusieurs angles. Même encore, pour aller plus loin, tu peux demander à la personne que tu vas appeler pour les photos, tu peux lui demander de faire des vidéos, de t'aider à faire des vidéos démonstratives, tu vois. Donc, voilà, dans une vidéo, tu n'es pas obligé de montrer ton visage, comme tu peux montrer ton visage, comme tu peux demander à une personne de paraître dans ta vidéo, tu sais, pour démontrer comment on utilise ton produit. Maintenant, par prudence, je te dirais que si tu fais une vidéo pour démontrer comment ton produit s'utilise, si ce n'est pas toi qu'on voit à l'écran, même si c'est quelqu'un qui veut te donner un coup de main, je te recommande de faire écrire à la personne, je soutiens un tel, genre, j'ai consenti librement à aider un tel en faisant la démonstration de la vidéo en échange de pas d'argent. Maintenant, s'il y a aussi de l'argent, il faut écrire. Parce que tu sais, les problèmes, on ne sait jamais. Peut-être que ton produit sera le produit le plus célèbre dans un an, dans 2 ans. La personne va dire, oui, ma part, c'est mon image, c'est mon quoi, quoi, quoi. Bon, tu vois un peu ce que j'ai dit, non? Voilà. Ça, ce n'était pas prévu dans la vidéo, mais je viens d'y penser. Tu sais, quand tu as fait l'entrepreneuriat et que tu as eu toutes sortes de problèmes possibles et imaginables, même quand tu vois un petit truc inoffensif, tu imagines les problèmes qui vont avec. OK. Donc, il va falloir aussi miser sur le storytelling. C'est ça le plus gros souci des fous d'entrepreneurs. Moi, j'ai remarqué pour nous tous qui sont passionnés des business autour de la nourriture, on s'occupe seulement de produire. On produit, souvent on oublie de savoir vendre. Et dans la partie savoir vendre, là, il y a la partie storytelling. Comme par exemple, nos jus de bissap sont fabriqués avec des fleurs d'hibiscus cultivées par des coopératives locales en Côte d'Ivoire pour un goût 100% authentique et patati et patato, tu vois. Il va falloir que tu travailles cette partie-là pour que les gens se voient rêver, que les personnes se disent, ah, en tout cas, qu'ils soient transportés. Mhm. Voilà. Maintenant aussi, s'il y a des aspects santé aussi, tu peux les citer, mais fais tout pour que les gens rêvent un peu, de les transporter un peu, qu'ils aiment ton produit, que, vraiment, avant de l'avoir goûté. Ensuite, il va falloir lancer des promotions. Je parle sur Amazon, non? Donc, des coupons de réduction. Tu peux faire aussi des offres groupées. Tu peux faire des bonnes flash. Je ne sais pas si tu as remarqué sur Amazon, il y a la possibilité même de faire une sorte d'abonnement. Genre, chaque mois, on livrer tel produit aux clients. Et quand c'est comme ça, tu fais un peu moins cher. Tu as certainement déjà vu ça. Il y a aussi la publicité sur Amazon. Donc, tu peux utiliser Amazon Ads pour booster ta visibilité, la visibilité de tes produits dans les recherches. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, juste avant de te laisser, je vais faire un résumé sur les points clés. J'espère pouvoir te couper ça au montage. J'espère que je ne vais pas oublier. Je vais essayer de faire un tableau. Voilà. Donc, sur le tableau, je te mets directement ce qu'il faut. Je ne vais pas revenir dessus là pour pas que la vidéo soit longue. Donc, vendre ses produits alimentaires sur Amazon, ça peut paraître complexe, euh, mais avec une bonne préparation, avec une compréhension des règles, c'est un business incroyablement rentable. Mais quand je dis rentable, j'ai conscience que certaines personnes disent que les frais Amazon sont élevés, ça ne leur permet pas de gagner ceci, cela. Aussi, ça dépend de tes calculs. Il faut vraiment bien. C'est pour ça que je vous dis de maîtriser vos coûts, de savoir un élément vous coûte combien. Si tu vends même des chewing-gums, un chewing-gum te coûte combien à la production et puis à combien tu le vends. Tu vois, c'est très important. Donc, voilà, c'est un business qui peut être rentable. Je vais même dire qu'il peut être rentable. Comme ça, des gens viendront pas me dire, ah non, moi j'ai fait, j'ai perdu de l'argent. Voilà. Ça marche pour certains. C'est que ça peut marcher aussi pour toi. Il faut toujours voir le côté positif. Seulement maîtrise tes chiffres, améliore ton produit. Il faut te barricader au niveau de la sécurité alimentaire déjà, mais aussi au niveau de la sécurité en termes de casse. Il ne faut pas qu'on t'annonce tout ton espace. Parce qu'il y a des casses, c'est pour ta peau, mais c'est pas comme si Amazon dit non, je prends la moitié des charges, ce qui est cassé, toi tu prends l'autre moitié. C'est 100% pour toi, les casses. Voilà, c'est toi qui perds. Donc, si cette vidéo t'a aidé, en tout cas, merci. Abonne-toi et puis active la cloche de notification. Tu peux laisser un commentaire et tout ça. OK. Donc, si tu as des questions aussi, n'hésite pas. OK.
Je vous fais de gros bisous et puis on se dit à bientôt.